Bonjour tout le monde. Hello everyone. I want to begin by noting Yom HaShoah, Holocaust Remembrance Day. Today we remember the 6 million innocent Jewish men, women, and children who were systematically murdered by the Nazis. We also pay tribute to the bravery and resilience of survivors and of all of those who risked their lives to save others during the Holocaust. Je veux d'abord souligner Yom HaShoah, le jour commémoratif de l'Holocauste. Aujourd'hui, nous nous souvenons des 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs innocents qui ont été systématiquement assassinés par les nazis. Nous rendons aussi hommage au courage et à la résilience des survivants et de tous ceux qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres durant l'Holocauste. This morning, I want to again extend my most sincere condolences to the families and friends of the victims of the terrible Nova Scotia attacks. Since yesterday, I've had the chance to speak with Constable Chad Morrison, the RCMP officer who was wounded, as well as Constable Heidi Stevenson's family. On behalf of all Canadians, I thanked them for their service and their sacrifice. Yesterday, when I offered my sympathies to the RCMP officers who support me, I was amazed to see how many of them knew Heidi and had incredibly fond memories of her. They'd worked with her on the musical ride. They remembered her as an extraordinary person. And it really goes to show just how tightly knit not just the RCMP is as a force, but how close we are as a country. Hier, j'ai eu la chance de mentionner aux gens de la GRC qui m'entourent que j'offrais mes sympathies. Et j'ai été vraiment touché d'entendre les histoires de Heidi, les gens qui ont servi avec elle, les gens qui ont été au carrousel avec elle, pour souligner à quel point elle était extraordinaire. Et ça nous fait penser à quel point non seulement la GRC est tissée serrée, mais en tant que pays, on est tous connectés les uns les autres. Yesterday afternoon, I visited the Canadian Police and Peace Officers Memorial on Parliament Hill to pay tribute to Constable Stevenson and to recognize the contributions of all law enforcement members to keep us safe. I also spoke to a number of colleagues from Nova Scotia, both past and present, and sought Senator Stan Kutcher's advice, both as a Nova Scotian and as a mental health expert. These calls reinforced what we all know about Nova Scotia, that it's a special place where people stick together and look out for each other. This week, we are all Nova Scotian. The families of the victims can count on the unwavering support not only of their neighbours, but of every single Canadian. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on demande à tout le monde de suivre les directives des experts pour protéger votre santé et celle des autres. Le confinement, la distanciation sociale et physique, c'est un ajustement pour la grande majorité d'entre nous. Mais pour certains, les conséquences de la pandémie sont beaucoup plus profondes que juste un ajustement. Le virus a eu pour effet d'aggraver les inégalités qui existaient déjà dans notre société. Les plus vulnérables, comme les aînés, les jeunes en situation d'itinérance, les gens sans emploi et les familles monoparentales, sont particulièrement touchés par la COVID-19. En même temps, le nombre total de gens qui ont besoin d'un coup de main pour traverser cette période difficile a aussi augmenté. Bien avant que la pandémie bouleverse nos vies, les organismes de bienfaisance étaient là pour nos communautés. Je pense par exemple à PEYO dans Parc Extension qui aide les jeunes à risque, ou à Mon Resto Saint-Michel qui offre des plats à un prix modique. Dans Papineau comme à travers le pays, les organismes communautaires sont une ressource essentielle pour les plus vulnérables et leur mission pendant cette pandémie ne change pas. Mais ils ont besoin de plus de soutien pour aider une clientèle grandissante. Donc aujourd'hui, le gouvernement met sur pied le fonds d'urgence pour l'appui communautaire.
Ce fonds disposera d'une enveloppe de 350 millions de dollars pour appuyer les organismes communautaires et les organismes à but non lucratif. Une partie des fonds ira directement aux petits organismes indépendants et le reste sera acheminé par l'entremise d'organismes nationaux comme Centraide, Fondation communautaire du Canada et la Croix-Rouge. C'est de l'argent que nos leaders communautaires pourront utiliser pour former des bénévoles, accroître les livraisons à domicile pour les personnes âgées ou offrir des services de transport pour les personnes handicapées. Avec ce fonds, on donne aussi aux organismes plus de ressources pour s'adapter aux réalités et aux difficultés liées à la pandémie. Long before this pandemic, charities and non-profit organizations were doing crucial work to help our communities. Their mission has always been to support people in their time of need, and that hasn't changed. But COVID-19 is putting a tremendous amount of pressure on those organizations because more people need help. For example, back in March, one United Way partner in Winnipeg made and distributed 1,475 emergency kits for families, seniors, and homeless people in just 5 days. Organizations have also had to change the way they deliver services because of the rules that everyone has to follow to keep each other safe. Here in Ottawa, there are a number of organizations that are focused on serving isolated seniors. Usually, they have day programs where seniors can socialize, participate in activities, eat well, and maintain a connection to their community. That's no longer possible because of COVID-19, so organizations are now delivering meals and providing support via phone. In Toronto, Tropicana Community Services is now helping vulnerable youth access their COVID-19 benefits. It takes resources to make these kinds of adjustments, resources these groups don't have because they're spread so thin, trying to help as many people as possible. So to support charities and nonprofits in their important work, our government is setting up a $350 million emergency community support fund. A portion of these funds will go directly to smaller, independent frontline organizations, and the rest will flow through national organizations like the United Way, Community Foundations Canada, and the Red Cross that can get funds to local organizations and vulnerable people quickly. This is money for things like training volunteers, increasing at-home deliveries for seniors, or driving people with disabilities to appointments. With this fund, we're giving more resources to charities and nonprofits so they can adapt to the new realities and difficulties brought on by this pandemic. Notre gouvernement a mis en place un plan à 3 volets pour protéger les emplois, aider ceux qui ont perdu leur job et appuyer les petites entreprises qui ont des problèmes de liquidité. Et aujourd'hui, j'ai d'autres nouvelles concernant la subvention salariale d'urgence, qui donne aux employeurs éligibles jusqu'à 847 $ par semaine par employé pour leur permettre de garder leurs travailleurs. On lance une calculatrice sur le site web de l'Agence du revenu qui permet aux entreprises de déterminer ce que la subvention salariale couvrira. Les entreprises pourront demander une demande à partir de lundi prochain, le 27 avril. Plus tard aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, donnera plus de détails concernant le déploiement du programme. Our government is also helping business owners and entrepreneurs adapt to a new reality with the Canada Emergency Wage Subsidy. This new measure gives qualifying employers up to $847 per employee each week so they can keep people on the payroll. Today, we're launching a new calculator on the CRA website so businesses can determine the amount they can expect to claim through the wage subsidy. Employers will be able to apply as of this Monday, April 27th. Later today, Minister Duclos will be providing more details regarding the rollout of this program. And I want to turn now to some encouraging news on the innovation front. Our Supercluster initiative brings together small, medium-sized, and large companies, academic institutions, and not-for-profit organizations to generate bold ideas and innovate.
So a few weeks ago, the Digital Technology Supercluster challenged its network of over 500 firms to come up with solutions to help Canadians get through this pandemic. They received over 300 submissions, and they are now moving forward on a number of key projects. Toronto's DNA Stack is developing a new cloud-based network that allows researchers who are looking to improve our ability to diagnose and treat COVID-19 to share their findings. Another company, FoodX, is working with its partners to develop an e-grocery management system to make sure our healthcare workers, seniors, and others have access to fresh food during this crisis. Canadian innovators are among the best in the world, and it's great to see so many of them use their talents to help our communities. This is yet another example of what we can achieve when we work together as Team Canada. Cette semaine, et au cours des prochaines semaines, vous pouvez compter sur nous pour continuer à trouver d'autres façons de vous aider. On va continuer de faire notre part, tout comme vous continuez de faire la vôtre. Ça fait à peu près 6 semaines que vous restez chez vous, que vous vous lavez les mains régulièrement et que vous gardez 2 mètres de distance avec les autres. 1 mois et demi, c'est long, mais vos efforts portent fruit. On voit des signes précoces mais positifs qu'on s'en va dans la bonne direction et c'est en grande partie à cause de vous. Donc, continuons à suivre les conseils des experts et ensemble, on va y arriver. Merci. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone lines for questions. Just one question, one follow-up. Over to you, Operator. Thank you. Merci. First question, Christy Kirkup, The Globe and Mail. Line open. Good morning, Prime Minister. How will you help millions of Canadians who now find themselves without medical benefits during a global pandemic? We know that the way we get through this particular crisis is by pulling together and making sure those who are most vulnerable get the support they need to stay healthy, to stay isolated, and get through this. That's key, not just to remain true to our values in protecting people, including the most vulnerable, but it's also key to being able to recover quickly once we're through this pandemic. That's why we continue to work with partners across the country to highlight gaps and challenges and things that we need to do more to help people afford cost of living that is in many cases going up because of this crisis. We will continue to work with partners to make sure we're getting that help out there. Nous reconnaissons que pendant cette pandémie, il y a énormément de gens qui souffrent, qui ont besoin d'aide. C'est pourquoi nous avons mis en place des mesures qui vont aider énormément de gens. Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de plus d'aide. C'est pour ça qu'on est en train de travailler avec nos partenaires, avec des gens à travers le pays, avec d'autres paliers de gouvernement, pour aider les gens à pouvoir passer à travers ce moment-ci et revenir en force après que cette pandémie sera terminée. Follow-up, Christy. Millions of Canadians are finding themselves, though, without medical benefits because they have been laid off. And Dr. Eric Hoskins has said that Ottawa could cover the cost of the provinces and territories bringing Canadians into their formularies as an interim step to help. Is this something your government is willing to do? We're going to continue to work with all sorts of experts and smart folks making recommendations from across the country in different ways to make sure we're doing everything we need to help Canadians through this crisis. We're always looking for more things to do, and we will continue to do the things that need to be done in order to help Canadians. Thank you. Next question, Operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Michel Lamarche, TVA Nouvelle. À vous. Bonjour. Sur la subvention salariale, donc on comprend que les inscriptions seront prises à compter de lundi prochain, mais pouvez-vous nous dire, M. Trudeau, à quel moment les entreprises qui en font la demande auront l'argent pour payer les employés? La réalité, c'est que pendant cette crise, les gens ont besoin d'aide quasiment immédiatement et
on a besoin de livrer cette aide-là le plus rapidement possible. On a reconnu que la subvention salariale allait prendre un petit peu de temps pour livrer. On est encore en train de travailler dessus. Les inscriptions, comme vous dites, vont commencer à partir de lundi prochain et on espère pouvoir faire arriver l'argent rapidement après ça, mais ça va prendre plusieurs jours au minimum. C'est pour ça qu'on s'est assuré de l'accès au crédit pour les entreprises, les petites entreprises, les grandes compagnies, pour pouvoir passer à travers ces moments-ci. L'argent s'en vient et la calculatrice en ligne maintenant va permettre aux compagnies de voir exactement combien d'argent ils vont recevoir du gouvernement dans les semaines à venir et donc pouvoir faire les emprunts nécessaires pour pouvoir payer les gens maintenant. Okay. We recognize the need for support as quickly as possible, and that's why we're working extremely hard to get help out to people. We started with the Canada Emergency Response Benefit, which has now helped over 8 million people across this country and made a significant difference. But we also want people to get we want other people to get the emergency wage subsidy, which means working with businesses to keep people on the payroll through this so that they can not only retain a job, but have a job to get back quickly to as soon as the economy picks up again. We have announced that on Monday people will be able to register for this online. As of today, however, they can see what the amount they're likely to be able to get through this and be confident in their ability to access credit from banks, from agencies like BDC and EDC to be able to support people right now in this time of need. We're moving as quickly as we can. We move very quickly on the Canada Emergency Response Benefit. We hope to be able to get this help out to businesses to keep employees on their payroll as quickly as possible. Suivi, Michel? M. Trudeau, qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Est-ce que ça ira aussi vite que la prestation canadienne d'urgence ou dans le cas de la subvention salariale, il faut penser que ce sera un peu plus long? Peut-être une semaine, peut-être 2 semaines avant que l'argent commence à circuler. Le ministre Duclos va avoir plus à dire là-dessus dans quelques heures, mais je peux vous dire que les gens qui travaillent à l'Agence du Revenu Canada sont en train de travailler extrêmement fort pour acheminer cet argent le plus rapidement possible après les inscriptions. Mais effectivement, ça va prendre un petit peu de temps, mais les gens peuvent savoir que cet argent va venir et donc ne devraient pas hésiter d'accéder le crédit qu'offrent les banques et nos institutions comme BDC et EDC. Merci. Prochaine question. Operator. Thank you. Merci. Next question, Charlie Pinkerton, iPolitics. Line open. Good morning, Prime Minister. Yesterday, Public Safety Minister Bill Blair said he intends to introduce stricter gun laws as soon as possible, and you said your government was on the verge of introducing an assault rifle ban before the pandemic caused Parliament to suspend. Will a gun control bill be introduced in the restricted version of Parliament that we see during the pandemic, or will it have to wait until Parliament returns to normal sittings? Obviously, we are all reeling from the tragedy in Nova Scotia, and our focus right now is on supporting those families as quickly as possible and as well as we possibly can. On gun control legislation, we made strong commitments to move forward with that rapidly. As you mentioned, we were on the verge of bringing it in before Parliament was suspended through COVID-19, and we're now looking at the right way and the right moment to bring it forward. The tragedy in Nova Scotia simply reinforces and underlines how important it is for us to continue to move forward on strengthening gun control in this country, and we will do that at the appropriate time. Okay. La tragédie en Nouvelle-Écosse a souligné à quel point c'est important de continuer à avancer sur le contrôle des armes à feu. Nous avions pris des engagements d'avancer rapidement là-dessus. On était à veille d'introduire nos mesures pour restreindre les armes de style assaut au Canada.
avant que le Parlement soit suspendu à cause de la COVID-19. Et maintenant, on est en train de regarder quand sera le bon moment approprié pour réintroduire ce projet de loi, mais nous allons prendre le temps pour s'assurer que ce soit fait de la bonne façon. Follow-up, Shirley? So which of your government's promised gun control measures will it be that it introduces first? Will it be the assault rifle ban or something else, perhaps influenced by what happened over the weekend? The legislation on the assault rifle ban was almost ready to go when the Parliament suspended. So I expect that'll be the first measures we bring forward. But of course, as we learn more about this terrible, terrible tragedy in Nova Scotia, we will keep reflecting on ways that we need to help Canadians stay safe in their communities, in their homes, and across the country. Thank you. One more question on the phone, please, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Bonjour, M. Trudeau. J'aimerais revenir sur une question que M. Scheer vous a posée hier pendant la période des questions en Chambre concernant 3 avions qui devaient rentrer au pays avec chargés de matériel médical de la Chine et qui sont rentrés les mains, la soute vide. Pouvez-vous nous préciser ce qui s'est passé concrètement? J'ai reçu plus d'informations là-dessus. Il y a un avion qui était censé amener de l'équipement pour le gouvernement du Canada, un autre avion qui amenait de l'équipement pour une province spécifique qu'ils avaient commandé. Il y a des limites extrêmement restreintes sur le temps qu'un avion peut rester sur le territoire chinois et il y a eu des délais énormes en termes de transport des marchandises vers l'aéroport. Et malheureusement, les avions ont dû décoller dans cette situation sans avoir reçu leur livraison de cargaison. Mais nous continuons de travailler sans relâche pour acheminer l'équipement nécessaire. On a reçu énormément d'équipements au cours des derniers jours. On en attend d'autres dans les jours à venir et jusqu'à présent, on a pu répondre aux besoins des provinces à chaque étape. Je comprends que c'est quand même difficile pour les gens d'entendre, les gens qui travaillent dans notre système de la santé, mais nous allons continuer de nous assurer qu'on livre les marchandises nécessaires. Okay. We have I got more information on the issues around the two planes that landed empty yesterday. One was a Government of Canada charter. The other was chartered by a specific province for one of their orders. There are severe restrictions on the ground in China in terms of how long a plane can actually stay in their airports before having to leave, whether it's full or not. And at the same time, supply lines and truck shipments to the airports are difficult and interrupted by checkpoints and quarantine measures. For the most part, we've been able to navigate through those and ensure that Canada has received the equipment that it needs, but these two airplanes were forced to take off empty. We will continue to work through a very difficult situation to ensure that, as we have been, we make sure that Canadians get, Canadian provinces, Canadian institutions get the equipment that they so desperately need. We're continuing to receive millions of pieces of PPE over the past days. We expect many more over the over the next days and weeks, as well as the Canadian industrial facilities tooling up their ability to deliver PPEs. It's always a challenge to get the PPE into Canada in a time where the global market is very, very competitive for these. But we have managed so far to get the equipment that provinces have asked for, and we will continue to make sure we're prioritizing support for our frontline workers who are going into battle every day against this virus. Suivi, Mélanie? Oui. Qu'est-il arrivé, donc, M. Trudeau, à cet équipement-là? Est-ce qu'on l'a toujours en notre possession dans un entrepôt ou c'est un autre pays qui s'en est emparé par défaut?
Et puis, quelle est l'autre province aussi où le matériel devait être acheminé? Nous allons continuer d'assurer qu'on est en train de faire un suivi sur les commandes qu'on a fait pour recevoir l'équipement dont on a besoin et on va continuer d'assurer qu'il y a des voyages, des avions Nolisée qui seront là pour prendre l'équipement dont on a besoin. Par rapport au nom de la province, je vais laisser à la province la capacité de partager cette situation-là. Hi, Prime Minister. Molly Thomas, CTV National News. I want to ask you a question on behalf of Nick Beaton, who lost his wife, Kristen, from the senseless violence in Nova Scotia this weekend. He just spoke with our chief anchor, Lisa Laflamme. His wife, Kristen, died. She was a frontline worker, a dedicated nurse, and was also pregnant. And she was forced to reuse her personal protective equipment because there was not enough. So on behalf of Nick, let me ask you this question. Why aren't there enough PPEs for nurses and other healthcare workers, not only in Nova Scotia, but across the country? And where is the supply chain broken, and what are we going to do about it? Okay. First of all, to Nick and to all the families going through heart-wrenching loss right now. Looking for answers, looking for reasons, looking for support. We are there for you, and we will be there for you. Like so many people across the country who are worried about what the next days will bring and what the challenges are facing. Our frontline workers have been worried about the continued availability of personal protection equipment. We've seen a number of provinces talk about possible shortages, a number of days away. We've managed to cover those, but we are in a situation where people are having to make choices to try and stretch out our PPE as long as possible. Different provinces are managing their stockpiles differently. The federal government is there to support provinces in their requests, and until this point up until this point and beyond this point, have been able to respond to the specific requests that provinces have made. At the same time, we have been fighting in a very competitive international environment where everyone is looking for PPE, which is why we've made significant investments in domestic capacity to make the kinds of equipment that is going to keep frontline health workers safe across the country. D'abord, je veux exprimer toutes mes condoléances à Nick et à tout le monde qui a perdu des êtres chers dans cette attaque épouvantable en Nouvelle-Écosse. C'est une situation que les gens peuvent pas même imaginer, et nous allons toujours être là pour vous appuyer, pour appuyer toutes les familles qui souffrent dans ces moments. Par rapport à nos travailleurs dans le système de santé qui s'inquiètent de l'équipement nécessaire pour les protéger, les provinces gèrent leurs protocoles et leurs approches de leur façon. En termes de gouvernement fédéral, nous serons toujours là pour répondre. Nous avions toujours été là pour répondre aux demandes des provinces pour livrer l'équipement nécessaire. Effectivement, on a entendu plusieurs fois des provinces dire on est à 3 jours d'avoir plus de ceci, ou on est à 6 jours d'avoir plus de cela. On a pu éviter à chaque fois qu'il y ait des pénuries, mais différentes provinces sont en train de prendre des mesures pour étendre la disponibilité de l'équipement médical nécessaire. On est en train de travailler extrêmement fort à l'échelle internationale dans un monde devenu extrêmement compétitif pour avoir l'équipement nécessaire. On a pu réussir jusqu'à présent à remplir les commandes nécessaires des provinces, mais on sait qu'il fallait absolument développer une capacité domestique pour produire cet équipement, et c'est pour ça que je suis tellement heureux de pouvoir voir qu'il y a tellement de compagnies canadiennes qui se sont mis à produire l'équipement nécessaire, et on va les avoir disponibles d'ici peu. Prime Minister, you said there that you've been able to deliver personal protective equipment to what the provinces have needed, but isn't the supply chain broken if a pregnant nurse has to reuse masks and gloves?
These are decisions that are taken by provinces on how they extend and how they require the use of PPE. Different provinces have different burn rates in terms of use of PPE. We have worked as a federal government to ensure that when provinces have made requests of us for more personal protective equipment, we've been able to deliver what was needed. These are things that we're fighting for every single day, and we want everyone to be able to have the equipment they need. Les différentes provinces prennent leurs décisions par rapport à la gestion de leur système de la santé et l'utilisation de l'équipement de protection personnelle. Notre responsabilité en tant que gouvernement fédéral, c'est d'être là pour essayer d'appuyer les provinces dans leurs besoins par rapport à ça. Jusqu'à présent, on a pu, pour la plupart, répondre aux besoins. Mais évidemment, nous devons continuer de faire tout ce qu'on peut. Mike Lecouteur with Global National. Prime Minister, when you were talking about the gun control legislation, you brought up the tragedy in Nova Scotia. And I wanted to know if you've been briefed on what kind of gun or guns were used in Nova Scotia. Do we know that they were legal? And based on that, how would your proposed gun control legislation have potentially prevented this shooting? There is still a tremendous investigation going on by the RCMP right now. There are many, many different sites, many different questions that a lot of people have, and I'm going to trust the RCMP on releasing information as they feel it is important to. But with regards to the gun control, why are you joining the two? We have gun control legislation ready to move forward on. We were almost ready to move forward on it a number of weeks ago. We continue to see it as a priority. We had every intention and have every intention of continuing to move forward on it when things restore to order. It did not need or take this tragedy for us to be committed to gun control. We've long been committed to it. This is just another tragic reminder of the fact that we need to do more to keep Canadians safe. And sorry, just as my follow-up, is on the World Health Organization, Ireland had said it's going to quadruple funding for the WHO, and Australia and the UK are calling for an independent investigation into China's handling of the crisis. All of them are Canadian allies. So is Canada going to up our contribution to the WHO, and are we going to be calling for an investigation? We have been increasing our contribution to the WHO in order to deal with this pandemic. We fund them to the tune of tens of millions of dollars a year. At the same time, we do need to find answers to how this happened, so we understand how to ensure that it never happens again. And that is certainly something Canada is going to be part of. Okay. Nous continuons de contribuer à l'Organisme mondial de la santé. C'est une institution importante, particulièrement dans ces moments de pandémie. Mais certainement, nous allons devoir avoir des bonnes réponses pour mieux pouvoir nous protéger en tant que pays, en tant que planète, pour des prochaines pandémies possibles. Tom Perry with CBC. Prime Minister, we've seen outbreaks of COVID-19 at meatpacking plants in Alberta. Should Canadians be concerned about the security of their food supply chain, and what more can the government do to protect that supply chain? We've heard from Canadian beef producers and associations that the priority will be ensuring Canadian supply before they move to exporting. Much of our beef is exported, but right now the priority will be on domestic supply. So we are not at this point anticipating shortages of beef, but prices might go up. We will, of course, be monitoring that very, very carefully. At the same time, we know that it is extremely important to do everything we can to keep Canadians safe, to keep workers in all industries across this country, essential or not, as safe as we possibly can. And I'm pleased to see measures being taken to reflect on how to keep people safe. La réalité, c'est que les producteurs de viande au Canada ont priorisé la livraison pour les marchés canadiens. Il va y avoir une réduction peut-être d'exportation à ce niveau-là, mais on peut être assuré de notre chaîne d'approvisionnement par rapport au bœuf.
La réalité, c'est qu'on va peut-être voir une augmentation des prix, mais on va surveiller ça attentivement. L'important dans tout ça, c'est de s'assurer que nous protégeons les travailleurs dans les industries essentielles et d'autres de la COVID-19, de cette situation, et nous devons prendre les mesures nécessaires pour les garder en sécurité. And on oil prices, is there going to be further support for the oil industry? And beyond that, will there be support for provinces that rely heavily on oil revenues and that might need help with their finances, their debt, to recover from this downturn? Our focus from the beginning has been on helping Canadians, families, workers across this country, and we have put in place significant measures that have an impact on all industries, including the oil industry, with the Canada Emergency Response Benefit and the wage subsidy, which have helped thousands of workers across Alberta, across the oil sector in this country. We've moved forward on other measures as well to help out that sector specifically, and we're always open to working more on helping particular industries or particular areas that need support to get through this COVID-19 crisis. We will continue those discussions. On supporting provinces, we recognize that various provinces are facing real challenges in terms of cash crunches, in terms of liquidity, and our Department of Finance and others are engaged closely with different provinces on challenges that they're facing specifically. Bonjour, Philippe Vincent-Fossé de Radio-Canada. Tantôt, dans votre discours, vous avez dit qu'il y a des signes encourageants qu'on voit. Je me demandais quels étaient ces signes-là, selon vous, et sur la subvention salariale, est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il n'y a pas $1 de l'argent des contribuables qui va s'en aller à des entreprises qui ont des comptes dans les paradis fiscaux? Par rapport aux signes encourageants, on voit que quand on étudie les courbes de ce qui se passe et de la propagation de la COVID-19, il y a une réduction dans le nombre de cas qui augmentent à tous les jours. On est encore en train d'augmenter à bien des endroits à travers le pays, mais cette augmentation est de moins en moins à chaque jour et on peut espérer que ce que ça veut dire, c'est que les mesures qu'on est en train de prendre sont en train d'aider les gens et sont en train d'avoir l'impact espéré, mais nous allons devoir continuer donc de garder ces mesures en place parce que si on relâche trop rapidement, on pourrait se retrouver dans une situation d'expansion rapide de la COVID-19 et c'est certainement quelque chose qu'on ne veut pas. Dans notre approche pour aider les entreprises, on a toujours été ancré dans l'aide pour les travailleurs. On ne voulait pas juger si un travailleur travaillait pour une petite quincaillerie indépendante ou pour une grosse chaîne internationale de quincaillerie. On voulait s'assurer que les travailleurs canadiens, que les familles qui dépendent de ce revenu des travailleurs aient l'aide nécessaire. C'est pour ça qu'on a avancé avec la subvention salariale et qu'on avance avec la prestation canadienne d'urgence. En même temps, je peux souligner que nous sommes toujours en train de travailler pour contrer les paradis fiscaux, l'évasion et l'évitement fiscal. Nous avions pris des mesures fortes pour aller chercher cet argent, pour punir, pour imposer des conséquences sur les compagnies qui font partie de ces efforts-là. Et nous allons continuer de le faire. Yeah. As I've said a couple of times, I think there is reason for cautious optimism. We're hearing that from medical officers across the province, across the country, noting that the increase in cases is getting smaller every day in many places, that we're still seeing more cases every day, but fewer than in previous days, which is a sign that our efforts are working. We are continuing to do the right things as a country that is getting this virus under control. However, we need to continue to do those things because as soon as we loosen up, if we loosen up too quickly or if we're not careful, we could see a return spike of COVID-19 that would be problematic for citizens and for the economic recovery. So we're going to focus on making sure we're doing things very, very carefully, but
it is encouraging to see that the things Canadians are doing from coast to coast to coast to help each other out, to stay safe, are working. That's why we need to continue them. Juste pour comprendre sur les paradis fiscaux, je ne suis pas sûr d'avoir soit bien compris votre réponse ou vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire aux Canadiens, l'argent que vous avez payé en impôts n'ira pas aider des entreprises qui ont des comptes dans les paradis fiscaux? Est-ce que ça, vous pouvez nous l'assurer ou vous ne pouvez pas nous l'assurer? On est en train d'aider les travailleurs à travers le pays. Quelqu'un qui travaille pour une compagnie, qui a une famille qui dépend de cet emploi, qui a perdu cet emploi, a besoin d'assistance, a besoin de pouvoir payer son épicerie, a besoin de pouvoir payer son loyer. Et c'est cette perspective-là que nous avons pris pour aider les gens, que ce soit une grande compagnie, que ce soit une petite compagnie. On est en train d'aider les travailleurs qui, eux, ont besoin d'appui. Par rapport à l'évitement et l'évasion fiscale, on va toujours continuer de lutter contre ces mesures-là, contre ces choix que font certains d'éviter à payer leur juste part des impôts. C'est pour ça qu'on a investi plus d'1 milliard de dollars dans l'Agence du revenu pour justement augmenter nos outils pour faire suite contre des compagnies qui ne payent pas leur juste part. Merci tout le monde.